bonsoir à tous. Je suis très content d'être devant vous ce soir. Merci d'être venus m'écouter. Voilà, pour le temps qu'on a ensemble. Alors, sans attendre, donc le potentiel des énergies marines renouvelables pour la transition énergétique, c'est ce dont on va parler ensemble ce soir. Le plan de mon exposé ce soir, je vais commencer d'abord par me présenter, qui je suis, et puis également faire un petit focus sur l'établissement d'où je viens, et notamment les installations expérimentales dont on dispose, qui sont assez uniques en France, voire en Europe, et qui du coup, pour des gens qui ont envie d'entendre parler de science dans le cadre de ce festival, me paraissent, je pense que ça devrait vous intéresser également. Ensuite, si on parle d'énergie marine renouvelable, faut forcément, je ferai un petit rappel sur le contexte énergétique et climatique. Et puis après, les énergies marines renouvelables, je vais vous parler d'éolien en mer forcément. Et puis en fonction du temps que tout ça va nous prendre, d'énergie thermique des mers, d'énergie des vagues, d'énergie des courants de marée également. Bonsoir. Alors, je suis donc Aurélien Babary, j'ai 44 ans. Je viens de Loire-Atlantique, 44, c'est une année importante pour moi. J'ai 2 enfants, je suis marié, et en fait, voilà, je suis ingénieur Centrale Nantes. Moi, j'ai intégré l'école centrale de Nantes en 1999, donc après avoir fait les classes préparatoires pour faire ingénieur. Je suis venu à Centrale Nantes parce que c'est un établissement qui travaille sur le maritime et que j'avais envie de travailler dans le maritime. Voilà. Néanmoins, j'ai fait une option qui s'appelle Océan, donc génie océanique, et à l'époque, mes camarades de promo qui faisaient cette option-là, l'essentiel d'entre eux allaient ensuite travailler dans le pétrole et dans le gaz, qui n'était pas mon choix, qui n'était pas mon souhait, parce que dès cette époque-là, moi j'étais assez préoccupé par déjà le sujet du changement climatique, et voilà, je me voyais mal, c'était pas en accord avec mon fonctionnement ou mes valeurs d'aller travailler dans ces domaines-là. Donc du coup, j'ai eu la chance dans mes études de rencontrer un professeur qui s'appelle Alain Clément, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a lancé à cette époque-là un projet de récupération de l'énergie des vagues, une forme d'énergie marine renouvelable. Ce professeur avait imaginé un dispositif pour récupérer cette énergie-là. Et du coup, je suis allé le voir, et puis en discutant, il a fini par me proposer de faire une thèse de doctorat avec lui sur ce sujet. Voilà. Donc j'ai signé, j'ai dit banco, et pendant 3 ans, j'ai travaillé donc, sur ce sujet-là, à faire des calculs pour savoir si on pouvait récupérer une certaine quantité d'énergie avec le principe qu'il avait inventé. Donc les résultats étaient suffisamment encourageants pour que ça suscite derrière d'autres travaux de recherche, ce qui fait que moi j'ai continué à travailler après ma thèse sur ce thème-là, jusqu'à peu près 2008, où là il a été décidé d'arrêter de ce projet parce que même si on se disait bien qu'on pourrait récupérer de l'énergie, d'un point de vue économique, ça allait être quand même très 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 difficile d'avoir quelque chose qui ait un peu de sens. Voilà, donc ce projet-là s'est arrêté, mais du coup moi j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je vous expliquais, j'ai commencé à travailler dans ce domaine des énergies marines renouvelables en recherche dans les années 2000, et à l'époque on était sans doute 3 ou 4 en France à travailler là-dessus. Et puis ça s'est énormément développé à partir de là, et moi j'ai été aspiré dans cette dynamique, ce qui fait que après quelques années, j'ai eu la chance de prendre la direction d'une équipe de recherche sur cette thématique-là au laboratoire Léa de Centrale Nantes, ce qui m'a occupé à peu près entre 2010 et 2020. Voilà, quand on fait de la recherche, des fois on trouve des choses qu'on se dit qui peuvent avoir un intérêt. Ça m'a conduit à créer une entreprise en 2020 donc, qui s'appelle Farwind, dont je dirai aussi quelques mots. Et puis depuis le début de l'année, là, je suis revenu au laboratoire pour travailler du coup sur le sujet de la décarbonation du transport maritime, avec cette idée de remettre des voiles, un peu modernes, sur les navires de commerce. Voilà pour moi. D'où je viens, donc l'école centrale de Nantes, donc c'est une école d'ingénieurs, on a à peu près 2000 étudiants sur le campus. Voilà, je vois peut-être une personne que ça pourra peut-être intéresser ce soir. Peut-être vous avez des enfants ou des petits-enfants qui se posent la question de faire des études scientifiques, techniques, des études d'ingénierie. C'est des domaines qui sont passionnants, c'est toujours nouveau, il y a beaucoup de choses à faire très intéressantes. Et puis c'est des domaines où malheureusement on manque de bras. Donc voilà, très important de faire la publicité pour ces carrières auprès des jeunes. Donc l'école centrale de Nantes, elle a été créée en 1919, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez sans doute, le bassin Nantes-Saint-Nazaire, c'était un bassin de construction navale
Et fin du 19e siècle, il y avait clairement un besoin de monter en compétences sur, auprès des techniciens et des ingénieurs qui travaillaient dans ces domaines-là. Voilà. Donc Centrale Nantes, ça s'appelait l'Institut Polytechnique de l'Ouest à l'époque, a été créé pour former des ingénieurs et des techniciens au service de la construction navale. Ce lien avec le maritime, il date de là et il est toujours resté très fort dans l'établissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup d'activités autour de ces domaines. Alors plus pour la construction navale, mais dans les années 70, le virage qui a été pris, ça a été celui du pétrole et du gaz en mer. Et puis depuis les années 2000, ça a été celui des énergies renouvelables en mer. Alors, le laboratoire auquel j'appartiens, il s'appelle le LEA. Donc LEA pour Laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et environnement atmosphérique. Donc ce laboratoire, c'est à peu près 100-130 personnes, une moitié de permanents et puis l'autre moitié de personnel non permanent, donc des postdocs, des doctorants, des masters. Et ce qui est particulier dans cet environnement, c'est les moyens d'essai dont on dispose, qui nous permettent de faire nos recherches. Alors j'ai deux vidéos pour illustrer ça. Donc l'établissement dispose de bassins d'essai, principalement deux grands bassins. Vous pouvez rien voir parce que c'est pas le bon écran. Voilà. Voilà, donc ces grands hangars que vous voyez ici, c'est là. Voilà. Ce grand hangar, c'est un bassin de traction. On va voir des images de l'intérieur ensuite. Et puis derrière, vous avez un bassin de génie océanique. Donc, bassin de traction, c'est un bassin qui fait 140 mètres de long, 5 mètres de large, 3 mètres de profondeur, et sur lequel on a un chariot qui va permettre de remorquer des maquettes. Donc, des maquettes de navires, par exemple, mais ça peut être aussi des maquettes d'hydroliennes. Le système pour récupérer l'énergie des courants. Et dans l'autre bassin, le bassin de génie océanique qui est derrière, là, donc 50 mètres de long, 30 mètres de large, 5 mètres de profondeur. 30 mètres de large, 50 mètres de long, c'est deux piscines olympiques l'une à côté de l'autre. Là, on a sur un des murs, on a des batteurs articulés qui permettent de générer des vagues et du coup d'étudier l'interaction entre des structures marines et puis les vagues qui viennent les solliciter. Alors, un long discours, mais quelques images pour illustrer. Voilà, donc là vous voyez le chariot de traction, du coup au-dessus du bassin de traction avec la maquette qu'on voyait dessous. Donc là nous sommes à bord de la maquette. Et donc la maquette elle est suspendue au chariot avec une balance d'effort qui permet de mesurer la résistance à l'avancement de la carène et puis également éventuellement ses mouvements. On peut également imprimer des mouvements à la maquette qui permettent d'étudier sa stabilité de route, générer aussi des vagues dans ce petit bassin-là, enfin dans ce bassin de traction. Là, c'est le grand bassin, le bassin de génie océanique. Voilà, avec des maquettes qui sont soit tenues à les ponts qu'on voit au-dessus du bassin, soit qui sont carrément autopropulsées, donc télécommandées depuis le bord. Et donc une capacité à générer des vagues quand même de grandes dimensions, de grande puissance. Donc derrière, au service de ces bassins, il y a toute une équipe de techniques, tout un bureau d'études pour faire la conception et la réalisation de ces maquettes, et puis les instrumenter, les équiper des bons capteurs pour mesurer ce qui nous intéresse. Un peu de moyens de réalisation sur le campus, avec des machines qui sont utilisées donc pour la réalisation de modèles, également pour former les étudiants. J'ai de bons souvenirs de TP de soudage, notamment, quand j'étais étudiant. Voilà, de l'instrumentation. Et puis à la fin de la vidéo, on va voir également quelques applications aux énergies marines renouvelables. Donc là, c'est une maquette de porte-container du coup segmentée. Pourquoi ? Parce que les vagues sollicitent ces gros bateaux qui sont très longs. Et du coup, pour mieux comprendre les déformations, s'assurer que ces bateaux ne vont pas s'ouvrir en deux en plein milieu de l'océan. Voilà, donc là, un système de récupération d'énergie des vagues très simple, une bouée qui pilonne de haut en bas. Forcément, quand on fait des vagues, on a besoin de mesurer ces vagues. Donc, ce que vous voyez là, c'est des capteurs, des sondes à houle qui permettent de mesurer la hauteur de l'eau.
de plus en plus, on fait des navires qui sont vraiment télécommandés depuis le bord. Ça évite d'avoir à intervenir dans le bassin. C'est un essai en eau libre d'une lisse. Voilà. Et puis pour les énergies marines renouvelables, sur le bassin, on va venir mettre des éoliennes flottantes, par exemple ici. Et puis vous avez vu, il y a un gros caisson bleu à côté qui est un caisson de vent. On a des ventilateurs sur le bord du bassin et on vient souffler sur la maquette. On amène le vent sur la maquette avec ce gros caisson. Donc là, on va s'intéresser au mouvement de l'éolienne. Derrière, pour vérifier que ces mouvements sont suffisamment petits pour que l'éolienne ne soit pas abîmée. Ça, c'est des systèmes de récupération d'énergie des vagues qu'on voit, des choses assez diverses et exotiques parfois. Et puis, c'est un bassin qui fait 5 mètres de profondeur, donc j'ai un certain nombre de collègues qui ont leur brevet de plongée pour pouvoir installer les ancrages. Voilà, donc c'est des installations qui se visitent si jamais vous avez envie d'en voir plus. Tous les ans, pour la fête de la science, c'est ouvert, donc il est possible de venir voir. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, deuxième moyen d'essai remarquable, c'est le site en mer Semreve, sur lequel, du coup, l'école centrale et le laboratoire a accueilli la première éolienne en mer de France en 2018, qui se trouvait être une éolienne flottante. On a eu en France des éoliennes flottantes avant d'avoir des éoliennes posées, ce qui est assez original en Europe et dans le monde. Donc ce site en mer, ça s'appelle Semreve, c'est 1 km² en mer qui est interdit à la navigation, en fait, qui est réservé à la démonstration de systèmes de récupération des énergies, prototypes de systèmes de récupération d'énergie marine renouvelable. Et donc vous avez cette éolienne, cette petite éolienne, puisqu'elle ne fait que 2 MW, qui est installée depuis 2018. Donc c'est une infrastructure de recherche qui permet d'étudier, d'accueillir des démonstrateurs et puis de faire du monitoring de l'environnement à la fois la ressource, le vent, les vagues, et puis les interactions entre ces machines et puis la vie marine, les poissons, les crustacés, tout ça, quoi. Donc des vidéos, des gros équipements qu'il a fallu déployer sur le site pour pouvoir accueillir ces démonstrateurs, forcément un câble électrique, des systèmes d'ancrage, la réalisation du flotteur donc, à Saint-Nazaire par Bouygues. Ce flotteur il fait 40 mètres de côté, donc en mer ça paraît toujours tout petit, mais quand on le voit dans le port il est quand même beaucoup plus grand. Et puis un flotteur qui est là depuis 5 ans, en mer quand même assez ouverte, donc qui a quand même démontré sa capacité à résister à des tempêtes assez sévères. Donc le site accueille également des systèmes de récupération d'énergie des vagues. Donc là on a un prototype de système houlomoteur, donc développé par une boîte qui s'appelle GEPS, qui est à Saint-Nazaire, qui est aussi basée à Saint-Nazaire, et voilà, qui a été lui testé 2 ans. Voilà, je vais abréger cette vidéo-là. Ok, donc je reviens à la présentation. On avance. Alors, le contexte énergétique et climatique, bon, je pense qu'il est quand même mieux connu aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à faire ces présentations il y a un moment, en fait. Il y a peut-être 12-13 ans maintenant, j'étais invité à faire des séminaires pour présenter mes travaux de recherche. Et du coup, au début, je faisais des séminaires hyper pointus sur vraiment c'est quoi mes travaux de recherche. Donc, je mettais des équations, la même chose que ce que je présente aux conférences. Du coup, les gens, en fait, je les décrochais hyper vite. Et je me suis assez rapidement rendu compte que, en fait, c'était pas ça dont les gens ils avaient envie que je leur parle. Ils avaient envie que je leur parle de pourquoi est-ce que je travaillais sur les énergies marines renouvelables, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je pensais que c'était important. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé en fait à faire des présentations comme ce soir, avec une première partie sur le contexte énergétique et climatique, et puis une deuxième partie plus sur les énergies marines renouvelables, voire les énergies renouvelables en général. Voilà. Et donc quand même, moi je mesure le chemin qui a été accompli, je mesure également les changements, les effets du changement climatique qu'on mesure aujourd'hui par rapport à ceux qu'on avait il y a 10-12 ans, et je vois que quand même en termes de compréhension des enjeux, c'est quand même beaucoup mieux partagé aujourd'hui que ça n'a pu l'être. Voilà. Bon, je vous rappelle quand même, je vous informe qu'en termes de réchauffement climatique, en 2023, on est déjà à plus 1,1 degré. Voilà.
Donc il faut bien comprendre que quand on dit ça serait bien de ne pas réchauffer la planète de plus de 2 degrés en 2100, on a déjà fait quand même plus de la moitié du chemin. Donc et ça, c'est quand même vraiment très important à comprendre. Voilà, donc avec la courbe, donc là c'est des choses que j'ai tirées du GIEC l'édition de 2023, avec quand même cette augmentation très claire sur les 40 dernières années. Alors, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui a été annoncé, les politiques qui ont été annoncées, enfin les ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on est sur une trajectoire où on sera à 1,5 degré en 2035, c'est-à-dire dans une grosse dizaine d'années. Voilà, on s'était dit au moment des accords de Paris que ça serait bien de ne pas réchauffer la planète de plus de 1,5 degré. Bon, là, au rythme actuel, on y sera en 2035, dans 12 ans. Voilà. Et que à ce rythme-là, en fait, en 2100, on sera à un peu plus de 3 degrés, 3,2, entre 2,2 et 3,5 degrés. Je vous ai remis la barre d'incertitude. Ce qui est considérable, évidemment. Alors, ce n'est pas une fatalité, on peut éviter ça. Enfin, pour éviter ça, il faut absolument réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre rapidement et fortement d'ici 2050. C'est ce que montrent ces graphiques, nous sommes ici. Donc là, la courbe rouge, c'est ce qui est aujourd'hui mis en place comme politique au niveau de la planète. Et puis ce qu'il faudrait faire pour tenir 2 degrés, c'est la courbe verte. Donc pour la courbe verte, il va falloir diviser par 3 d'ici 2050. Et puis pour 1,5 degré, c'est moins 43% en 2030. Donc c'est-à-dire vraiment demain. Alors, donc ces émissions de gaz à effet de serre, d'où ça vient Je vous ai mis cette courbe-là pour bien enfoncer le clou que la source principale des émissions de gaz à effet de serre, c'est les énergies fossiles. Il faut être ultra clair là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Là, c'est ce que montre là, l'énergie, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, c'est 73% des émissions. Après, ce qui va être déforestation, agriculture, donc les émissions le P des vaches par exemple, les changements d'usage des sols, c'est 18%. Les déchets qui dégagent des gaz, donc ça va être 3%. Et puis le secteur de l'industrie avec la production de ciment et les produits chimiques, ça va être 5%. Donc vraiment, le nœud du problème, ce sont les énergies fossiles. Et après, peut-être vous vous dites, mais c'est bizarre parce que moi j'avais entendu dire que c'était transport, industrie, les bâtiments avec des pourcentages à peu près équilibrés. Mais ça, vous les retrouvez là. Mais pourquoi ces secteurs ils sont émetteurs? Ils sont émetteurs parce qu'ils utilisent des énergies fossiles pour fonctionner. La source du problème, il faut revenir un cran plus bas, toujours, et vraiment à chaque fois on retombe sur le pétrole, le gaz ou le charbon. Ok. Donc si on a dit les énergies fossiles, c'est le problème, du coup, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres énergies qui peuvent nous fournir de l'énergie avec moins de gaz à effet de serre? Donc oui, on le sait, il y a le nucléaire et puis les énergies renouvelables. On peut se poser la question de, est-ce qu'elles sont performantes, ces sources d'énergie, par rapport aux énergies fossiles, pour fournir de l'énergie avec peu d'émissions de gaz à effet de serre? Donc là, vous avez un tableau qui montre que oui, très clairement, ces énergies bas carbone, décarbonées, donc nucléaire et énergie renouvelable, sont extrêmement efficaces d'un point de vue climatique, c'est-à-dire fournir de l'énergie avec peu d'émissions de CO2. Donc on a les sources fossiles à droite, et là ce que je vous montre, c'est que si vous voulez faire 1 kWh électrique avec du charbon, vous allez émettre dans l'atmosphère 1060 grammes de CO2, donc quasiment 1 kg de CO2. Si vous faites la même chose avec du nucléaire ou des panneaux solaires, vous allez réduire ces émissions par un facteur, pour passer de 4 à 1060 par 250. Et puis si vous le faites avec du photovoltaïque, vous allez réduire par un facteur 20. Ce qui reste quand même très très efficace. Voilà, le pétrole, c'est un peu mieux que le charbon, mais on voit que ce n'est pas la panacée. Et puis le gaz fossile, ce n'est pas du tout la panacée non plus. C'est sûr que si on passe du charbon à du gaz naturel, donc du gaz qu'on prend dans le sous-sol, on réduit les émissions, mais on reste quand même sur des valeurs très élevées, en particulier par rapport aux autres options qu'on a ici à gauche. Et puis un petit bémol aussi, ou quelque chose que je veux souligner sur le gaz issu du sous-sol, c'est que ce gaz, quand on l'extrait, il y a des fuites. Vous n'arrivez jamais à tout récupérer.
Et le problème avec ces fuites, c'est que le gaz, le CH4, le méthane, a un pouvoir de réchauffement global bien plus élevé que le CO2. À l'horizon de 20 ans, il est 100 fois plus élevé, et à l'horizon de 100 ans, c'est à peu près 20. Voilà. Ce qui fait que, en fait, on a l'impression que c'est mieux de prendre du gaz, mais en fait, si on prend en compte le fait qu'avec si vous avez un tout petit taux de fuite, pardon, je vais y arriver, vous vous retrouvez avec des émissions en équivalent CO2 qui sont certainement très proches des autres. Là. Donc le gaz, c'est vraiment pas la solution. Alors à gauche, on a du coup les autres solutions, et puis sur les autres solutions, il faut quand même souligner la performance du nucléaire, hein, puisqu'on n'a quasiment rien du tout. Ça, c'est absolument indéniable. Bon, ceci dit, sur les autres formes d'énergie, sur les énergies renouvelables, ça reste quand même très performant. Donc même le moins bon des solutions énergie renouvelable qui va être la géothermie ou le solaire photovoltaïque fabriqué en Chine, bon, on va quand même réduire considérablement les émissions si on remplace une centrale thermique gaz, pétrole, charbon par une de ces sources de production. Et puis là, j'ai dit panneaux photovoltaïques produits en Chine à dessein. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que 44 grammes de CO2 par kilowattheure, pourquoi est-ce qu'un panneau solaire, ça fait 44 grammes de CO2 par kilowattheure? Pourquoi est-ce qu'on met ça? C'est ça, c'est la fabrication. Le panneau solaire, quand il est sur le toit ou quand il est dans un champ, il émet rien. Mais par contre, pour la fabrication, il y a des émissions associées. Et pourquoi il y a beaucoup d'émissions? Parce que pour faire un panneau solaire, il faut raffiner du silicium. Et raffiner du silicium, c'est très coûteux en électricité. Si vous le faites en Chine, il y a quand même encore beaucoup de charbon pour faire l'électricité en Chine, donc il y a beaucoup d'émissions associées. Mais si vous faites le même panneau avec de l'électricité française, vous avez des émissions qui sont divisées par 2. Parce que du coup, l'électricité est beaucoup moins carbonée. Voilà, alors du coup, les énergies marines là-dedans, on va retrouver que l'éolien en mer, qui va être à 16 grammes de CO2 par kilowattheure, donc qui va être très très bas, comme vous pouvez le voir. Les autres formes d'énergie marine renouvelable, on va y revenir, énergie des vagues, énergie des courants, sont un peu plus élevées. On considère qu'elles sont de l'ordre de 30 grammes de CO2 par kilowattheure à l'heure actuelle. Alors les enjeux pour la France. La France, moi j'entends parfois que la France, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'on a déjà l'électricité qui est très bas carbone. Parce qu'on a beaucoup de centrales nucléaires, ce qui est vrai, mais en France, on ne consomme pas que de l'électricité. On consomme également beaucoup d'énergie fossile, en particulier du pétrole, pour se déplacer et pour le secteur de l'industrie. Là, sur ce camembert, là, c'est la consommation d'énergie en France en 2022. Et en fait, l'électricité, les sources bas carbone, ou là, l'énergie bas carbone, ça va être l'électricité et puis la chaleur renouvelable, là, donc là, ça va être la biomasse, la valorisation des déchets. Et donc on voit qu'en France, à 37%, notre énergie elle est bas carbone, et puis à 63%, c'est les énergies fossiles, et c'est des émissions de gaz à effet de serre en quantité très importante. Donc c'est ça notre sujet en France. Comment on fait pour ces 63% d'énergie fossile, là, les remplacer, réduire nos émissions associées à ça? Alors bien sûr, il faut faire de la sobriété, il faut faire des économies d'énergie, ça je ne dirais jamais le contraire, mais également le vecteur qui permet de réduire ça fortement, c'est l'électrification. C'est passer à des usages qui s'appuient sur l'électricité. C'est par exemple passer d'une gazinière à une cuisinière électrique. Voilà, il n'y a plus de gaz, hein, c'est l'électricité. L'électricité en France à 60% nucléaire, à 40% renouvelable. Ça remplace complètement, il n'y a plus d'émissions. Sur le véhicule, on pourra y revenir dessus, mais le véhicule électrique est forcément une partie de la solution. Et puis sur l'industrie, la décarbonation de la chaleur dans l'industrie, c'est un sujet, il y a des choses qui émergent aujourd'hui, qui sont prometteurs sur ce thème-là également. Puis il y a également le sujet de l'hydrogène derrière qu'on peut trouver. Ok, allez, donc ça c'était la partie contexte, le contexte, les énergies marines renouvelables par rapport à ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors les énergies marines renouvelables, c'est un grand sac dans lequel on met toutes les formes d'énergie renouvelable qu'on va trouver en mer. Donc bien sûr, on va trouver l'énergie du vent en mer, l'énergie éolienne en mer, et puis d'autres choses pas forcément aussi bien connues. Alors si, on connaît l'énergie marémotrice, ça c'est aussi une forme d'énergie renouvelable.
La Rance a été très longtemps la forme d'énergie marine, l'installation ou la centrale de production à partir des énergies marines renouvelables la plus puissante au monde. Et puis il y a quelques années, les Coréens, ils ont fait une installation un tout petit peu plus grande. La Rance, ça doit être 245 MW, et puis les Coréens, ils ont fait 250. Du coup, c'est eux qui sont dans le Guinness Book maintenant. On va trouver l'énergie des courants de marée, l'énergie des vagues, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis l'énergie thermique des mers et l'énergie des gradients de salinité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, chers amis bretons, l'énergie thermique des mers, ça ne marchera jamais chez vous, parce qu'il faut des eaux chaudes, bien chaudes. Voilà, l'énergie thermique des mers, c'est des choses qu'on peut déployer, qu'on peut envisager de déployer dans les zones tropicales. Dans les zones tropicales, il y a des grandes profondeurs d'eau, 2000 mètres, et puis en surface, on va avoir de l'eau qui va être à 25 degrés, et en grande profondeur, vous allez avoir de l'eau à 5 degrés. Vous allez avoir 20 degrés d'écart, et en fait, les principes de la thermodynamique nous disent que si on a des sources chaudes et une source froide, on peut en extraire du travail. On peut faire de l'électricité, on peut en extraire de l'énergie utile. Voilà. Alors, c'est pas facile, les rendements sont pas bons, sont pas très bons, mais en principe, ça marche. En pratique, il y a quelques installations qui ont été réalisées. L'énergie des gradients de salinité, c'est encore plus inconnu peut-être. L'énergie des gradients de salinité, vous connaissez peut-être l'osmose inverse, certains d'entre vous font peut-être de la voile. Vous avez des osmoseurs pour produire de l'eau douce avec l'eau de mer. Donc on prend de l'eau de mer salée, on prend l'électricité, et puis on obtient de l'eau douce avec. Et bien, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez prendre de l'eau salée, de l'eau douce, mélanger, et ça vous fait de l'électricité. C'est réversible comme processus. Donc où est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça en estuaire. En sortie d'estuaire, en sortie de Seine, en sortie de Loire. Là, il y a beaucoup d'eau douce qui arrive. Vous avez de l'eau salée et on peut en extraire de l'énergie, du travail. Voilà. C'est pas peu d'exemples de réalisation aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Donc voilà un peu les différentes formes d'énergie qu'on va pouvoir trouver en mer. Et donc, pourquoi est-ce que moi je travaille là-dessus? Parce qu'on a un problème, et la question c'est est-ce que ces énergies renouvelables, ces formes d'énergie renouvelables peuvent nous aider dans le travail de décarbonation auquel on s'est attelé? Alors une première question qu'on peut se poser, c'est leur potentiel par rapport au problème, à l'ampleur du problème. Là, on dirait que la production mondiale d'énergie primaire en 2006, ça serait ce rond rouge là. Donc ça, on dirait que ça serait toute l'énergie qu'on avait consommée en 2016. En 2023, c'est pas très différent. Le rond est à peu près la même taille. Bon. Sur notre planète, le potentiel technique exploitable du solaire photovoltaïque, c'est 100 fois cette consommation d'énergie mondiale. Et là, je parle du potentiel, je ne parle pas du gisement. Le gisement solaire sur la planète, c'est de loin le premier gisement d'énergie renouvelable. Et en termes de gisement, il est largement à la hauteur du problème. C'est-à-dire que si on était capable de récupérer toute l'énergie qui nous arrive du soleil en 1 heure, on aurait assez d'énergie pour l'année prochaine. Il y a un facteur 10 000. Bon, en pratique, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les 2 tiers de la planète, c'est des océans. Et puis, il y a une partie du rayonnement solaire qui est renvoyée par l'atmosphère et les nuages. Voilà. Et puis, les panneaux solaires, ça ne récupère pas toute l'énergie. C'est à peu près 20% de rendement, entre 15 et 20% de rendement. Voilà. Il y a un certain nombre d'autres contraintes comme ça. Mais même mis bout à bout, toutes ces contraintes, quand on les enchaîne, on arrive quand même à un chiffre qui nous dit que si on était capable de mettre des panneaux solaires partout où on peut, on ferait 100 fois plus d'énergie que ce dont on a besoin. Donc le potentiel, il est gigantesque. Après, les autres formes d'énergie renouvelable, le deuxième potentiel, c'est l'éolien à terre. L'éolien à terre, le potentiel, il est également considérable, il est plus grand que le besoin, largement plus grand, de l'ordre de 5 à 6 fois le besoin. L'éolien en mer, il est à peu près équivalent au potentiel éolien à terre, avec les technologies dont on dispose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'éolien en mer, on le fait proche littoral. Parce qu'aller très loin des côtes, c'est compliqué, c'est difficile. On a des problématiques de raccordement et puis d'ancrage. Qui fait que les éoliennes, on ne peut pas vraiment les mettre très loin encore aujourd'hui. Si on récupérait toute cette énergie qu'on pourrait récupérer proche du littoral, on pourrait faire 5-6 fois la consommation mondiale d'énergie. La biomasse, le potentiel, il est plus limité, il est du même ordre de grandeur que la consommation. L'énergie thermique des mers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un potentiel qui est significatif.
mais qui n'est quand même que de l'ordre de 1/3 de la consommation mondiale. Les barrages hydrauliques, leur potentiel est quand même assez limité et déjà bien exploité. La géothermie, c'est un potentiel qui est encore plus limité. Le marémoteur, l'hydrolien, on va trouver son potentiel ici, là. Donc un potentiel qui est assez limité par rapport à l'enjeu de décarbonation. L'énergie des vagues, c'est à peu près la même chose. Comme vous pouvez voir, c'est des potentiels qui sont quand même beaucoup plus faibles. Et puis là, j'ai mis à côté les réserves d'uranium qui sont en tout cas connues aujourd'hui sur la planète, qui sont à la fois considérables et pas énormes. C'est-à-dire qu'à la fois considérables parce que les réserves d'uranium qui permettent de faire tourner les centrales qu'on a aujourd'hui, c'est 20 fois la consommation mondiale de l'humanité. Mais inversement, si on dit en fait on a une solution, on n'a qu'à faire tout avec du nucléaire, en fait dans 20 ans on n'a plus d'uranium pour mettre dans les centrales, et du coup on est aussi coincé. Voilà. Parce qu'on est sur une ressource qui est quand même utilisée, qui ne se renouvelle pas d'une année sur l'autre. On l'extrait du sous-sol, et puis une fois que l'uranium fissile il a été utilisé, du coup il ne se reconstitue pas spontanément. Alors du coup, dans la suite de l'exposé, moi ce que j'ai eu envie de faire, c'est de prendre ces différentes formes d'énergie dans l'ordre de leur potentiel. Voilà. D'abord, je vais d'abord parler d'éolien en mer, parce que ce que je vous ai montré, c'est que c'est là où il y a le plus gros potentiel. Et puis après, énergie thermique des mers, j'en dirai quelques mots, et puis les autres, j'en dirai aussi quelques mots. Donc l'éolien en mer, ici à Saint-Brieuc, vous savez ce que c'est. C'est récent en France qu'on commence à savoir ce que c'est. Ça a commencé quand même bien avant chez nos voisins européens, comme on va le voir. Alors quand même, pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers pourquoi les motivations pour faire de l'éolien en mer? Fondamentalement, ce qui est intéressant avec l'éolien en mer, c'est que le vent il est de meilleure qualité que celui que vous allez trouver à terre. Il va être à la fois plus fort et plus stable. Donc plus fort, vous allez pouvoir faire plus d'énergie avec la même machine. Et puis il va être également plus stable, donc il va souffler de manière plus constante. Et donc vos éoliennes, elles vont fonctionner à pleine puissance plus souvent. Voilà. Ça se traduit à travers ça se mesure à travers le facteur de charge. Donc le facteur de charge, c'est le rapport entre l'énergie que va produire notre éolienne pendant une année par rapport à ce qu'elle aurait pu produire si elle avait fonctionné tout le temps à pleine puissance pendant toute l'année. Voilà. Donc il y a des fois, il ne faut pas être caricatural. Quand on dit un facteur de charge de l'éolien terrestre de l'ordre de 20-25%, ça ne veut pas dire que l'éolienne elle tourne 25% du temps et que le reste du temps elle est à l'arrêt. Ça veut dire que la plupart du temps elle tourne, mais qu'elle tourne assez rarement, très rarement à sa pleine puissance, à sa pleine capacité. Les éoliennes terrestres, elles tournent 70 à 80% du temps, mais c'est vraiment très, très rarement à pleine puissance. Voilà, c'est pour ça. Là, le terrestre, on est entre 20 et 25% ici en Europe, en moyenne européenne. Et puis l'éolien en mer, voilà, l'éolien en mer, le vent il est plus fort, il est plus stable, ce qui fait qu'on est sur une moyenne qui est quand même pas mal variable, entre 33 et puis peut-être 38% là les bonnes années. Donc c'est des facteurs de charge qui, en particulier sur le maritime, vont augmenter avec la taille des machines, comme on va le voir juste après. Voilà, parce que la deuxième motivation pour l'éolien en mer, c'est de pouvoir mettre des turbines de plus grande dimension, ce qui a deux intérêts. Un premier intérêt, c'est que du coup, il y a des effets d'échelle, ça coûte moins cher par machine, l'énergie coûte moins cher. Et puis l'autre intérêt, c'est que le vent, plus vous montez, plus il est fort. Donc vous allez pouvoir produire plus aussi. Donc voilà, là il y a une petite courbe, donc ça c'est quelque chose un graphique que j'avais récupéré, comme je vous disais, il y a une dizaine d'années. Donc il y a une dizaine d'années, on était là, en 2014, avec des éoliennes qui faisaient les plus grosses 8 MW, 164 mètres, alors qu'on partait de 1990 avec des machines de 15 mètres de diamètre. Et puis voilà, je ne fais que rajouter, au fur et à mesure que les records sont battus, je rajoute des lignes. Donc 2014, 8 MW, 2017, 9,5, 2021, 12 MW, 2023, 16 MW, avec des rotors qui font 260 mètres de diamètre aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait, c'est considérable. Voilà. Et on peut faire des turbines de plus grande dimension, ce qui est très difficile à terre, parce qu'on a une problématique de transport. C'est-à-dire que là, 260 mètres, une pale de 130 mètres, là, le rond-point, ça va vraiment être compliqué. Donc à terre, forcément, en mer, la logistique est quand même plus simple. Bon, il est probable que cette course à l'armement là, elle s'arrête, parce que vous avez peut-être lu dans la presse que les turbiniers ils tirent un peu la langue
ils tirent un peu la langue parce qu'ils étaient aspirés dans cette spirale de faire toujours plus gros et donc de toujours devoir reconstruire des unités plus grandes, de prendre des risques. Et ce qui fait qu'il y en a certains pour lesquels ça ne s'est pas forcément bien passé. Siemens Gamesa qui a des difficultés aujourd'hui. Voilà. Donc ce que j'ai entendu dire récemment, c'est que peut-être il allait y avoir un accord comme quoi on allait se calmer, on allait essayer de consolider les tailles, que déjà avec ça on peut faire des choses intéressantes et qu'on allait travailler à la fiabilité. Voilà, et puis ça c'est une photo du coup de l'éolienne en mer française, celle qui est fabriquée à Saint-Nazaire, donc avec une nacelle ici, donc la partie où il y a la génératrice, donc fabriquée à Saint-Nazaire, des pales qui sont fabriquées à Cherbourg, et là, donc tout ça fabriqué par GE, anciennement Alstom. C'est celle qui fait 12 à 14 MW selon les versions, et un rotor de 220 mètres. Alors historiquement, l'éolien en mer, ça a commencé en 1991. Le premier parc éolien en mer, c'est au Danemark, à Vindeby, voilà, avec 11 petites éoliennes, puisqu'elles faisaient 450 kW, donc dans 4 mètres d'eau, pas très profond, et à 2 km de distance. Néanmoins, ça compte comme de l'éolien en mer. Et puis ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est un parc qui a été démantelé. Donc ces machines-là, elles ont été enlevées en 2017. Il n'y a plus rien à cet endroit. Elles étaient 450 kW, c'est des machines qui étaient franchement périmées. Voilà, je pense que il n'y avait plus d'intérêt à les garder. Ça devait coûter plus cher en maintenance que de les garder. Voilà, c'est quand même... ça a été assez lent comme développement. Le développement il s'est vraiment accéléré depuis 2010 en Europe et puis en Chine depuis 2015. Là, avec ce qu'on voit ici, c'est qu'en 2011, on avait peut-être 4 gigawatts d'installés. Donc 4 gigawatts avec des éoliennes qui font peut-être 5 mégawatts. Ça va faire une centaine d'éoliennes, peut-être. Oui, ça va être ça. Donc 4 gigawatts, 5, non. Ça, 1000 éoliennes à peu près, plutôt. Ça va être plutôt correct. Et puis, voilà, une croissance qui est très importante. Enfin, c'est un secteur qui connaît plus 30% de croissance. Voilà. Donc... voilà, pour un économiste ou un homme politique, un secteur à 30% de croissance, on se dit ça c'est une bonne industrie, ça c'est une industrie qui fait rêver, qui me fait rêver. Voilà. Donc voilà, et puis ce qu'on peut aussi noter, c'est que, en tout cas dans toute cette première partie-là, ça s'est surtout développé en Europe. Et puis depuis quelques années, là, il y a quand même la Chine qui s'y met sérieusement, avec des capacités installées très importantes. Alors en termes de coûts, où est-ce qu'on en est? En fait, l'éolien en mer, et puis par rapport à l'éolien terrestre et le photovoltaïque, qui sont ses principaux concurrents, voilà, 2010, aujourd'hui 2023, là on était à peu près dans les années 2000. Bon, vous savez certainement que toutes ces formes d'énergie renouvelable, leurs coûts ont fortement décru, mais vraiment fortement décru. C'est-à-dire que pour le photovoltaïque, on était à plus de 500 € du mégawattheure dans les années 2000. Et aujourd'hui, on est à moins de 50. C'était divisé par plus de 10. Sur l'éolien, la décroissance, elle a été aussi importante, peut-être pas aussi spectaculaire. Sur l'éolien en mer, la décrue est moins forte, à la fois parce que, en fait, c'est quand même un secteur qui s'est appuyé sur les turbines qui avaient été faites pour le terrestre. Donc il y a eu moins d'effets d'industrialisation et d'apprentissage. Et puis, c'est aussi que c'est quand même pas plus difficile de faire les choses en mer que de les faire à terre, ce qui fait que c'est quand même plus coûteux. Néanmoins, ce qui est important de voir ici, c'est que on est sur des coûts qui sont aujourd'hui comparables, qui sont à la fois comparables, qui sont souvent même inférieurs à ceux de produire de l'électricité avec des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les énergies renouvelables c'était très cher. Et puis à un moment, on est arrivé au point où dans pas mal de pays du monde, c'était plus intéressant de déployer du renouvelable plutôt que de construire une centrale thermique. Et là, aujourd'hui, en particulier sur le solaire, dans beaucoup de pays du monde, on est arrivé à un point où c'est plus intéressant de faire du solaire que de mettre du charbon dans la centrale à charbon. Et ça, c'est quand même aussi un point de lumière, on va dire, dans toute cette obscurité, on va dire. Voilà, si vous avez bien compris, c'est que il vaut mieux. C'est même plus la question de construire quelque chose de nouveau, c'est plutôt abandonner ce qu'on avait le vieux truc
pour construire du nouveau solaire, ça coûte quand même moins cher. Bon, ce qui fait qu'on a des taux de déploiement qui ressemblent un peu aux courbes du Covid, si vous vous souvenez en 2020. Là. Tout le monde sait ce que c'est qu'une exponentielle maintenant, c'est à ça que ça ressemble. Voilà, alors le nouveau nucléaire, c'est de ce que j'ai pu lire, les coûts ils sont à peu près dans cette fourchette-là, donc ils sont sans doute un peu supérieurs à de l'éolien terrestre ou du solaire photovoltaïque, mais avec forcément quand même l'avantage du nucléaire qui est qu'il produit à peu près quand on en a besoin. Le nouveau nucléaire, c'est quoi? C'est l'EPR de Flamanville ou c'est les 6 Non, ça sera plutôt les 6 EPR prévus, voire les EPR qu'on saura faire, quand on les fera en 2050. Voilà. Non, mais il y a des prix. Voilà, mais je crois que j'ai mis les sources. Ah non, j'ai peut-être oublié de mettre la source de ça. C'est la Société française de l'énergie nucléaire qui a fait l'exercice d'évaluer les coûts en 2050 et qui du coup donne des chiffres que j'ai reportés ici par souci d'exhaustivité. Sur Flamanville, ça devait coûter 3 milliards. On est rendu à 13 à 19 selon les sources. Alors, dans le document que j'ai pu consulter, c'est indiqué qu'il y a un prix, il y a un coût qui est associé à ça. Voilà, donc il y a quelque chose qui est pris en compte. Moi, je ne saurais pas dire si c'est suffisant, mais il y a quelque chose qui est pris en compte. Par contre, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Voilà, donc ça, je ne sais pas. L'autre sujet aussi, et c'est ce que dit RTE dans son exercice Futur énergétique 2050, c'est que ce qu'anticipe RTE, c'est ce que j'avais mis avant, j'ai oublié de le souligner. Ok. Si j'y vais. Ok, c'est là. Voilà. Ce que nous dit RTE, c'est que pour décarboner ça, il va nous falloir plus d'électricité. Il va nous falloir plus 30% d'électricité d'ici 2035. Okay, même si on fait 6 EPR de plus, les 2 premiers, ils sortiront en 2035, ils ne font pas plus 30% d'électricité. Donc pour faire ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut s'appuyer sur les technologies dont on dispose aujourd'hui, qu'on peut déployer massivement et qui ne font pas d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire forcément du photovoltaïque et de l'éolien. Ok, alors je passe, je vous ai parlé d'éolien posé, maintenant je vais vous parler d'éolien flottant. Pourquoi faire de l'éolien flottant? Parce que ça va nous permettre d'aller exploiter des zones plus profondes. On a vu qu'on avait un potentiel éolien qui était intéressant, mais qui est limité littoral proche et puis eau pas très profonde. Pour pouvoir augmenter le potentiel et du coup peut-être mettre moins d'éoliennes posées toujours aux mêmes endroits et pouvoir un peu plus diffuser les choses, du coup il y a un intérêt à faire du flottant. Donc les éoliennes posées, les éoliennes en zone peu profonde, ça va être du monopieux ou de la jaquette, comme ici à Saint-Brieuc. Et puis pour le flottant, il y a différentes options. Il y a des éoliennes qui sont stabilisées sur une bouée très longue, comme une quille de bateau, lestée au fond. Voilà, flotteur type spar. Vous allez avoir des flotteurs plus type catamaran, multicoque, où on va avoir plusieurs flotteurs très espacés, ce qui va permettre d'apporter la stabilité. Et puis là, on a d'autres systèmes, donc là c'est sur ligne tendue, où là on va avoir des points, on va accrocher bien solidement dans le fond les lignes, et puis le flotteur là il va être à flottabilité positive, donc il va venir tirer très fort, et ça va être très raide. Du coup on va avoir une fondation qui est très raide, et ça c'est le concept de Provence Grand Large, les éoliennes qui ont été récemment installées en Méditerranée. J'ai une question. Oui. Comment ça absorbe les mouvements latéraux si c'est raide? Alors, c'est en termes de fréquence propre, du coup c'est très raide, et les fréquences des vagues vont être plus longues, la période des vagues va être plus longue que la période propre de vibration. Voilà. Okay. Donc du coup les vagues ne vont pas exciter la structure en fait. Ah oui, ok. Voilà. Okay, d'accord. Alors il faut faire attention parce que c'est pour les conditions, ça, du coup. Alors, les vagues, on sait à peu près les périodes, elles sont toujours comme ça, mais il y a d'autres effets, des effets d'interaction entre les vagues entre elles qui peuvent quand même venir exciter la structure. Et puis, il peut y avoir des phénomènes de couplage, c'est assez délicat.
Alors l'historique de l'éolien flottant, il a été proposé à notre connaissance en 1970 par un professeur américain qui s'appelle Bill Hieronymus, avec des essais qui ont été faits en 90 en bassin, donc voilà, pour la petite histoire, et puis un premier prototype qui a été installé en mer en 2009, donc il y a quand même déjà 14 ans, qui s'appelle iWind, qu'on voit ici, sur ce concept de flotteur très long, la quille du bateau, lesté tout en bas. Cette éolienne, elle y est toujours. En 2017, sur ce même concept, on a eu une première ferme éolienne flottante qui a été installée en Écosse, avec 5 turbines de 6 MW. Et puis en France, que je vous disais tout à l'heure, la première éolienne en mer, c'était une éolienne flottante, c'est Floatgen, avec ce flotteur ici de type barge, un peu comme la semi-sub, le multicoque. Donc aujourd'hui, des fermes éoliennes flottantes, il y en a quasiment qu'en Europe. Et il y en a quand même maintenant, voilà, quand même quelques-unes, hein, comme vous pouvez voir. Donc on a iWind Scotland, donc 2017 que j'ai mentionné tout à l'heure, Floatgen 2018. Et puis depuis, on a eu Windfloat Atlantique, ici au Portugal, 3 éoliennes 8,4 MW. Windfloat King Caroline 5 x 9,5, du coup en Écosse. Ici, iWind Tampen, donc 11 éoliennes, là, 8,6 MW, donc sur ces grands flotteurs, quilles lestées. Ça, c'est un projet qui, en fait, sert à alimenter des plateformes pétrolières. Voilà. Les plateformes pétrolières nécessitent beaucoup d'électricité. Et bon, écoutez, sinon l'électricité elle aurait été faite avec du gaz, donc c'est quand même, ça va quand même dans le bon sens. Mais on peut se dire que on est au milieu du gué. Et puis voilà, ce que je vous disais, l'actualité pour les éoliennes flottantes françaises, c'est l'installation donc de ces éoliennes, ces 3 éoliennes en Méditerranée, le projet Provence Grand Large qui est piloté par EDF. Voilà, et à nouveau, je répète, l'Europe est vraiment leader sur le domaine de l'éolien flottant. L'a été sur l'éolien posé, bon, la Chine court vite derrière, et sur le flottant, encore, il y a quand même une longueur d'avance assez nette. Alors l'éolien en haute mer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai parlé, on a parlé de solaire, d'éolien terrestre, on connaît bien, d'éolien proche littoral. Puis si vous regardez sur la carte, en fait, on a parlé des zones où le vent il est le moins intéressant, où il est le moins fort, Et toutes les zones, finalement, si on regarde la carte du monde, où est-ce que le vent il est le plus intéressant? C'est les zones rouges, donc c'est la haute mer, c'est le nord de l'Atlantique Nord, c'est le sud du Pacifique. On a un potentiel qui est absolument immense, on a un vent qui est de qualité exceptionnelle, et puis il y a quand même aussi un autre côté intéressant, c'est la disponibilité. Disponibilité à la fois en termes d'espace, de conflits d'usage, on est sur des zones qui sont en fait largement désertiques, à part un porte-container de temps en temps, il n'y a pas vraiment de concurrence. Des zones assez pauvres aussi en biodiversité, parce qu'on est loin des côtes, et du coup il y a moins de nutriments qui sont amenés par les fleuves, donc vous allez trouver moins de poissons, il y a moins de vie. Et puis également on est dans les eaux internationales, donc en termes d'indépendance énergétique, c'est aussi un avantage certain. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut l'exploiter? En fait, je vous parle de ça, c'est la recherche que j'ai faite avec un collègue qui s'appelle Jean-Christophe Giotto à partir de 2016. On s'est posé cette question de comment on pourrait récupérer cette ressource-là. Et avec des éoliennes flottantes, on travaillait déjà sur ce sujet des éoliennes flottantes, on voyait bien que c'était pas facile parce que vous avez ce fil à la patte là, du raccordement, le câble électrique, ça coûte cher et ça coûte d'autant plus cher que vous allez loin. Voilà. Et il y a des pertes également. Ouais. Donc, en fait, si on va très loin en mer, probablement il faut s'affranchir du câble. Donc, s'affranchir du câble, ça veut dire faire de l'hydrogène, par exemple, ou faire des carburants de synthèse, des choses comme ça. Et puis, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que si on s'affranchit du câble, il nous reste quand même les lignes d'ancrage. Les lignes d'ancrage, c'est aussi pas facile en grande profondeur, parce que là, sur les éoliennes flottantes qu'on a vues tout à l'heure, c'est 100, 200, 300 mètres de profondeur. Au-delà, ça commence à faire des grosses lignes, donc coûteuses, donc des gros moyens d'installation, ça devient cher. Donc on s'est posé la question de comment on pourrait faire pour récupérer cette énergie sans câble, et puis sans ligne d'ancrage et sans câble, et du coup on s'est dit, on pourrait faire des navires producteurs d'énergie. Alors, des navires producteurs d'énergie, qu'est-ce que c'est que ça? Un navire producteur d'énergie, c'est un navire à voile, donc c'est un voilier en fait, il est juste propulsé par des voiles assez étranges, qui sont des rotors Flettner.
Je vais revenir dessus. Et donc, admettez que ça, c'est des voiles, ça fait avancer le navire. Sous le navire, on va mettre des hélices qui vont être du coup des hydrogénérateurs. Ce pas des hélices qui font avancer le bateau, c'est des hélices qui font tourner parce que le bateau avance. Comme les éoliennes, hein. C'est la même chose. On se fabrique notre vent, on se fabrique notre courant. Donc ça nous permet de produire de l'électricité à bord. Et du coup, cette électricité, on s'est dit, on pourra la stocker dans des batteries s'il y a des gens pas trop loin, des îles par exemple, la Guadeloupe, la Martinique. Ou alors on fera de l'hydrogène ou du carburant, voire du carburant liquide, avec une installation qui permet de convertir l'électricité en carburant. Voilà. Donc, j'ai une petite vidéo pour illustrer ça. Donc on était très fiers de... Ah non, c'est pas la bonne. Zut. Eh ben c'est pas grave. Ah si, c'est celle-là. Voilà. On était très fiers de notre idée, puis on a fait la biblio. Quand on est chercheur, il faut toujours regarder ce qu'ont fait les autres avant de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Et en fait, on s'est rendu compte que cette idée géniale, quelqu'un l'avait déjà eue avant nous, en 1979, et que ça avait été breveté. Donc, oui, c'est vieux. Alors, c'est dans le domaine public. Le bon côté de la chose, c'est que c'est dans le domaine public. Tout le monde peut lancer sa start-up pour faire ça. Donc, vous pouvez faire ça en sortant de la salle tout à l'heure, sans problème. Et puis, oh là, tac. Et puis, il y a quand même assez peu de travail en fait là-dessus. C'était quand même super intéressant pour nous parce que, en fait, on s'est retrouvés. C'est un peu comme des explorateurs qui trouvent une nouvelle civilisation dans la forêt. Personne n'avait étudié ça avant nous, donc du coup, nous, on avait tout à faire et c'était super. Ça a été super. Alors, je reviens sur le début parce que du coup, je vous ai rien expliqué. En particulier, ces rotors Flettner, ces voiles qui font avancer le bateau. Donc ces poteaux rouges là, ils tournent sur eux-mêmes. Et du coup, par un effet physique qui s'appelle l'effet Magnus, ça crée une force propulsive, ça crée une force vers l'avant. Vous faites du tennis de table ou du foot, vous faites tourner votre ballon, ça dévie la trajectoire du ballon. C'est la même chose, mais vous le faites en beaucoup plus grand. Et plus vous faites tourner votre rotor vite, et plus la force propulsive, jusqu'à une certaine limite, va vous faire avancer rapidement. Alors il faut de l'énergie pour faire tourner le rotor, tout à fait. Et en fait, 10 à 20% de l'énergie qui est produite par nos hydrogénérateurs qui sont là est utilisée pour faire tourner les rotors. Voilà. Donc il reste quand même une quantité, le bilan est quand même largement positif au final. Voilà, et du coup les hydrogénérateurs, et on stocke l'énergie à bord. Voilà, et puis du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette idée-là, on l'a étudiée pendant plusieurs années, et puis on a fait une preuve de concept, un prototype. Donc on a acheté un kata d'occasion, et on a mis un rotor Flettner, et on est allé naviguer, un hydrogénérateur, et on est allé naviguer sur un lac à côté de Nantes. Juste vérifier que si on n'avait pas raté quelque chose et que ça pouvait marcher. Donc ça a marché, ce qui a conduit du coup à la création de cette entreprise qui s'appelle Farwind Energy, qui compte aujourd'hui une petite vingtaine de salariés. Tac. Hop là. Voilà, donc vous pourrez aller voir sur le site si vous avez envie d'en savoir plus. Le rendement au facteur de charge. Par rapport à une éolienne, ça doit être 20% une éolienne. Alors ça dépend. Une éolienne terrestre, facteur de charge, oui c'est ça, enfin 20, en terrestre 20, 25, 30%. Là-dessus, l'idée là-dessus, c'est du coup d'aller vraiment dans les zones rouges qu'on voyait sur la carte tout à l'heure. Et là-bas, dans ces zones-là, en fait, on est sur du 70-80% facteur de charge. Ce qui est vraiment c'était l'idée, c'était d'aller chercher une ressource, un vent qui est toujours là. Alors, résumé sur l'éolien en mer, du coup, potentiel énergétique, on a vu ensemble très largement supérieur à la consommation mondiale. Bon, l'éolien en mer posé, c'est une réalité industrielle, c'est quelque chose, c'est des turbiniers, des usines, des installateurs,
Voilà, 60 gigawatts installés en 2022, principalement européens en Chine. Des coûts qui se rapprochent de l'éolien terrestre pour l'éolien posé, des coûts qui vont probablement... Alors, j'ai montré des courbes où ça descendait, bon bah là, probablement, ça va augmenter, hein, mais voilà, tout augmente. On est tous bien conscients que tout augmente. Il n'y a pas de magie, c'est la même chose aussi pour les fabricants de ces machines. Des prototypes d'éoliennes flottantes qui existent, des premières fermes entrées en opération. On a aujourd'hui un leadership européen hein, sur ce sujet-là. Je pense que ça serait chouette qu'on arrive à le garder. Et puis une perspective, l'éolien en haute mer. Je vous ai montré une manière peut-être de faire. Voilà, on verra si ça peut marcher dans le futur. Voilà, je ne sais pas, j'ai sans doute été très bavard. Ok, bon, voilà, je vais être plus rapide sur la suite. Je vais vous parler brièvement d'énergie thermique des mers, d'énergie des courants marins et puis d'énergie des vagues. Je pourrai rentrer plus dans le détail s'il y a des questions. Je vais plus vite parce que voilà, le potentiel il est quand même beaucoup moins important. Et que voilà, moi je vous ai dit, hein, moi je travaille là-dessus parce que l'idée c'est d'essayer de résoudre, d'apporter ma pierre à l'édifice de résoudre ce problème-là. Donc il faut savoir choisir ses batailles. Et donc je pense qu'il faut privilégier des batailles où on a une chance d'avoir un impact important. Donc l'énergie thermique des mers, ça a été un sujet qui a été étudié assez longuement par Naval Energy, avec un projet en Martinique, qui s'est finalement pas fait, mais pour lequel ils sont allés assez loin, je pense. Donc ce que je vous disais, hein, le gisement, l'énergie thermique des mers, c'est exploiter des différences de température entre des eaux de surface et des eaux en grande profondeur. Donc ça peut marcher dans les zones intertropicales. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, avec des gisements qui sont particulièrement intéressants ici dans le Pacifique. Donc une ressource de l'ordre de 60 000 TWh par an, c'est-à-dire un tiers de la consommation mondiale d'énergie. Ça, c'est la ressource qui est estimée, si on récupère tout ça, on n'a pas d'impact significatif sur la circulation, sur les grands courants marins. On peut récupérer plus, mais là, on va commencer à perturber les grands courants marins. C'est ce qu'a montré cette étude-là. Un gros avantage de cette énergie, c'est qu'elle est disponible 24/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un point majeur. Et puis, quelques petits éléments d'historique, hein, c'est-à-dire que c'est Jules Verne, comme bien souvent, hein, qui a peut-être dans les premiers imaginé qu'on pourrait en faire quelque chose avec cette forme d'énergie. Des scientifiques du 19e siècle d'Arsenal qui proposent un cycle thermodynamique pour récupérer cette forme d'énergie. Des expériences, des protos par Georges Claude, donc le fondateur de Air Liquide, voilà, dans les années 30. Et puis des prototypes qui ont été réalisés à Hawaï, avec une installation qui est encore là, qui ne fonctionne plus pour faire de l'électricité, mais qui dispose encore de toutes les conduites et des systèmes qui permettent de récupérer l'eau froide. Et puis d'autres exemples donc ça c'est un prototype, et puis pour les dessins, c'est des choses qui n'ont pas été réalisées. Et donc oui, voilà, je mets une croix là-dessus parce que c'était le projet de Naval Energy qui a été abandonné. La grosse difficulté avec cette énergie-là, c'est qu'il faut aller pomper de l'eau, beaucoup d'eau, assez loin quand même. On a dit 1 km, 2 km sous la surface. Et donc c'est, voilà, en termes de dimensionnement, de tenue mécanique, de structure, c'est pas facile. Alors, l'énergie thermique des mers, on peut s'en servir pour produire de l'électricité. Plus simple, c'est de faire de la climatisation avec, en fait. Voilà. Il y a un projet à Tahiti. Alors, c'est pas un projet, à Tahiti, il y a un centre hospitalier qui est déjà alimenté comme ça, climatisé comme ça, la Réunion également. Enfin, il y a des choses qui se développent dans cette idée. Voilà, l'énergie thermique des mers, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un gisement qui n'est pas négligeable, qu'il y a eu des prototypes qui ont été déjà réalisés, donc techniquement on saurait faire des choses en tout cas. De petite puissance, pour de la grande puissance ça c'est plus délicat, et puis on peut faire d'autres choses avec. Ce que je vous montrais à Hawaï, aujourd'hui c'est utilisé pour des élevages d'hippocampes, les hippocampes dans les aquariums. C'est pratique parce qu'en fait les hippocampes sont assez fragiles, ils ont besoin d'une eau bien régulée, et du coup vous avez une source d'eau froide, une source d'eau chaude, c'est bien pour avoir une température homogène tout le temps. Voilà. C'est assez mal. Voilà, l'énergie des vagues. Alors l'énergie des vagues, hop, à nouveau, une petite carte. On regarde toujours, je commence toujours par regarder le gisement.
Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, le gisement, 10% de la consommation mondiale, ça c'est si on récupérait tout. Et puis forcément, qu'est-ce qui génère les vagues? C'est le vent. Donc il n'y a pas de magie, si c'est dans les zones où il y a beaucoup de vent, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on trouve aussi beaucoup de vagues, beaucoup d'énergie. Voilà. Sur la façade atlantique française, on a un gisement qui est assez significatif, 18 gigawatts. La consommation moyenne en 2014 d'électricité, c'était 50, donc c'est quand même des chiffres pas négligeables. Un petit aperçu historique, hop, premier brevet connu sur l'énergie des vagues, c'est un brevet français, 1799. Voilà. Une réalisation particulièrement significative, pour moi c'est peut-être le projet, la centrale de récupération d'énergie des vagues qui a été le plus grand succès commercial, qui n'est pas assez connu. Donc en Californie, dans les années, au début du XXe siècle, il y avait un problème qui était que les routes, elles n'étaient pas pavées, pas bitumées, du coup ça faisait une poussière, c'était infernal. Et donc la technique qu'on avait, c'était d'arroser la route avec de l'eau salée, et comme ça, la poussière, il n'y avait plus de la poussière quand les chariots passaient. Voilà. Donc cette machine-là, cette pompe à vagues, servait à ça. Elle servait à pomper de l'eau de mer et à la ramener en hauteur. Puis derrière, ça permettait de ne pas se taper, de devoir descendre avec des seaux récupérer l'eau. C'était les vagues qu'il faisait pour les gens. Et donc ça a marché pendant 12 ans quand même. Voilà. Et au bout des 12 ans, ça ne s'est pas arrêté parce que c'était cassé, ça s'est arrêté parce que les routes elles étaient bitumées et que du coup il n'y avait plus besoin. Voilà, alors j'ai mis une photo du professeur Steven Salter, donc écossais, parce que lui il a réussi à publier un article sur l'énergie des vagues dans la fameuse revue scientifique Nature. Donc ça c'est quand même une belle réussite. Voilà, et puis des prototypes dès les années 80, même début du XXe siècle comme je disais, des prototypes de systèmes de récupération d'énergie des vagues au Royaume-Uni, au Japon, en Norvège, encore au Japon, au Portugal, au Royaume-Uni, à nouveau. Hop là. Celui-là, il était assez connu. Voilà. Et en fait, donc moi je vous disais, j'ai commencé à travailler à peu près dans les années 2000. Franchement, on a vécu une bulle. C'était comme la crise comme les subprimes, quoi. C'était totalement fou. Et puis à un moment, ça a éclaté. Ça a éclaté à peu près en 2012, 2013, 2014, où un peu les pionniers, les sociétés qui étaient pionnières sur ce domaine-là se sont cassés la figure et il y a eu une grosse crise, quoi. Voilà, donc l'énergie des vagues, en fait, je vous ai montré, il y a une flopée de prototypes, donc en fait, oui, on peut récupérer l'énergie des vagues, ça n'a pas plus percé parce que ça coûte un bras, quoi. Voilà. Et en fait, honnêtement, dans les années 2000, on a vu, toutes les énergies renouvelables, ça coûtait un bras, donc finalement, l'énergie des vagues, pourquoi pas. À partir de 2010-2015, si vous voulez faire de l'énergie décarbonée à partir de sources renouvelables, vous faites du solaire ou de l'éolien, c'est ça qui est le moins cher. Donc peut-être à quoi bon continuer à faire de l'énergie des vagues si vous pouvez faire autre chose. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, il se trouve que moi j'ai commis un bouquin là-dessus, parce que j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus. Alors c'est quand même réservé à des... pas pour lire le soir, c'est pas pour s'endormir, c'est quand même pas mal d'équations, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, et puis pour finir l'énergie des courants, alors l'énergie des courants, c'est intermittent mais parfaitement prédictible, donc on sait au moins quand on aura de l'énergie. Après, une difficulté avec l'énergie des courants, c'est que en fait, c'est quand même pas partout. Il y a quelques spots à l'échelle de la planète où il y a beaucoup de courants et du coup on pourra en extraire de l'énergie, mais c'est quand même assez limité. En France, quand même Oui, en France, tout à fait. On a, en fait, la carte, elle est à très grosse échelle. Mais en fait, si on zoome plus, en fait, c'est le front vert et le raz blanchard, les deux zones où on peut récupérer. Voilà, c'est ce que ça dit là. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous voyez en France où est-ce que la vitesse du courant est suffisamment élevée pour que ça soit intéressant d'envisager de la récupérer. Voilà, après, en fait, récupérer l'énergie des courants, on le faisait déjà au Moyen-Âge avec les moulins à marée. On a ce que je vous disais tout à l'heure, l'usine marémotrice de la Rance, inaugurée en 1966, donc jusqu'à 2013, c'était la plus grande installation énergie marine renouvelable du monde, et puis maintenant c'est la Corée du Sud. En Europe, pas mal de projets, un peu comme pour l'énergie des vagues, il y a eu beaucoup de startups qui se sont montées sur ce sujet-là, qui ont fait des prototypes. Il y en a pas mal qui sont allés au tapis. Hop là.
Pourquoi? Parce que c'est un peu comme pour l'énergie des vagues, moi je trouve, hein, c'est que c'est coûteux, c'est compliqué. Et voilà, en fait, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nécessite beaucoup de financement public pour arriver à faire des projets qui sont finançables. Et en fait, si vous êtes les financements publics et que vous avez le choix de faire un petit peu d'hydrolien, un peu d'énergie des vagues, ou avec le même quantité d'argent, beaucoup de solaire et d'éolien, peut-être il vaut mieux faire beaucoup de solaire et d'éolien. Moi, je trouve pas ça déraisonnable. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Moi, j'ai plein de temps pour des questions, je repars que demain. Donc,